Historienne et écrivaine, Vijaya Tilok est une véritable encyclopédie d'histoire. Passionnée par l'histoire dès son jeune âge, en particulier celle de Maurice, elle a consacré la majeure partie de sa vie à l'étudier. Aujourd'hui à la retraite, sa passion reste intacte. En 1998, Vijaya Tilok a publié sa thèse de doctorat intitulée Bitter Sugar, Slavery and Sugar in 19th Century Mauritius, afin de mettre en lumière la situation des personnes réduites en esclavage travaillant sur les plantations sucrières au XIXe siècle. Aujourd'hui, elle estime que ce texte est toujours aussi pertinent qu'il y a 25 ans. Après avoir apporté quelques modifications esthétiques au livre, elle l'a relancé dans le but d'éduquer les Mauriciens sur cette période sombre de leur histoire. Moi, une historienne et je suis toujours intéressée par l'histoire de Maurice, l'histoire de l'Afrique. Et donc, c'est ça qui vraiment amène moi ce qui m'a été aujourd'hui. Moi, vivre quatre bonnes, moi, peux rester dans la case que je menais. Et mais nous avons l'occasion de voyager aussi avec les parents. Donc, nous vivons au Congo, Brazzaville, en Tanzanie, Dar es Salaam et à Nairobi. Donc, Nairobi, je suis à l'école là-bas. Et c'est vraiment là-bas qu'ils m'ont vraiment apprécié l'étude de l'histoire parce que nous avons un très bon professeur. Et c'est ça qui m'encourage, moi, à lire un peu plus sur l'histoire et éventuellement étudier l'histoire à l'université. Mais je besoin de dire aussi qu'il m'a bien observé Maurice quand il était jeune et quand on retourné comme prof, je suis prof d'histoire et social studies au Mahatma Gandhi Institute, l'école secondaire. Et je travaille comme prof presque 10 ans, un peu plus. Là, je gagne la bourse grâce au MGI pour aller aux États-Unis faire ma maîtrise. Et quand on retourne comme lecturer au MGI. Et puis, je transféré à l'Université de Maurice. Et nous ici aujourd'hui parce que justement on décide pour relance au livre Bitter Sugar qui est publié pour la première fois en 1998 et aussi le résultat de votre thèse de doctorat. Qui nous pousse où à l'époque pour faire une recherche sur cette époque en particulier? Donc, comme je suis prof d'histoire au MGI, nous avons l'occasion de travailler avec la MBC et nous commençons une série qui s'appelle Connaissance de l'histoire de Maurice. Et donc, nous faisons l'histoire de 6 districts de Maurice, y compris Rivière-Noire, Pamplemousse, Port-Louis, Réduit. Et nous commençons à écrire un script sur l'histoire de Maurice qui nous suivent. Mais à chaque fois que nous pouvons interviewer Bandimoun, et moi, je peux dire, mais par exemple, l'abolition de l'esclavage, qui n'arrivait à un ancien esclave, que on allait. Et tu as une blank, même comme on a un document d'archives, parce que vraiment, il n'y a aucun renseignement. Et puis, Bandimoun, à l'époque, ça c'était en 1982, quoi, 3, je suis un père cause de l'histoire de l'esclavage. Là, moi, je peux demander, mais l'esclavage est aboli des centaines d'années, qui fait au père encore un père. Donc, ça, c'est vraiment interpelle nous, l'équipe à l'époque. Et donc, nous faisons une émission, c'est très bien, mais il y a ce petit gap dans l'histoire de Maurice que nous ne connaissons pas qui n'arrivait vraiment à un esclave quand l'esclavage est aboli. Et donc, comme prof, et puisque moi, je suis une historienne aussi, et nous avons eu l'occasion aux États-Unis, grâce au MGI à l'époque, et c'est là qu'ils m'ont fait une maîtrise, justement, lors de cette période-là. On compare, par exemple, 2 districts, on s'est retrouvé un document. Là aussi, parce que je trouve beaucoup, même quand on est ailleurs. Et donc, on dit, bon, si je ne peux pas avoir de renseignements, qui n'arrive un esclave après l'abolition, je peux travailler lors de la période de l'esclavage, essayer de comprendre qui fait une réticence pour cause de l'histoire de Maurice. Et c'est là qu'ils m'ont commencé mon doctorat en Angleterre. Et c'est là qu'ils m'ont découvert un document qui ne pas connais existait. Et mon travaille beaucoup lors de la période de l'esclavage. Brièvement, est-ce que vous pouvez capable expliquer-nous le contenu du livre pour un lecteur? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand nous pouvons lire le livre? Il y a des sets de documents bien importants qui m'ont découvert au Kew Gardens, c'est l'archive nationale de l'Angleterre. Et ça, c'est les rapports du protecteur des esclaves. Donc, le gouvernement britannique fait une envie abolir la traite des esclaves dans l'océan Indien.
Et Maurice tient un pays qui est plus réticent pour implémenter la loi de l'abolition de la traite. Et donc, on avait fait l'enquête, on avait une Royal Commission of Inquiry qui vient de Maurice en 1826. Et on fait l'enquête qui fait la traite illégale peut continuer, malgré qu'ils ont aboli la traite des esclaves en 1807. À Maurice, ça peut encore continuer. Alors, qui fait cette traite illégale là? Et là, ils ont découvert qu'ils n'ont pas besoin d'investiguer la question de la traite illégale, mais aussi l'histoire de l'esclavage à Maurice. Alors, ils ont interviewé des centaines et des centaines de personnes et ils ont publié ce rapport. Et là, qu'ils ont réalisé, on gagne ça 7 de documents aux archives là-bas. Et le deuxième, une recommandation qu'ils ont fait, c'est besoin, le gouvernement britannique besoin appointe un protecteur des esclaves. Donc, ça qu'il fait, et donc nous avons un bureau de protecteurs des esclaves qui est établi au caserne centrale. Et c'est là que le protecteur, tu peux recevoir une doléance de mon esclave. Tu as le droit de venir faire une complainte et demander une compensation, whatever. Donc, ce rapport-là, nous avons lié en entier aux archives en Angleterre et on puise dans ces deux documents, rapport de la commission et le rapport du protecteur pour écrire ma thèse. Donc, le but, c'était de comprendre qui n'arrive un esclave après l'abolition, mais bien comprendre qui n'arrive pendant l'esclavage. Justement, Urban Recherche s'est plutôt concentré sur l'exploitation et la vie des personnes réduites en esclavage dans les années 1800. À l'époque, on apprend assez légèrement sur leur vie, sur comment ce type subir une punition, etc. Mais cette vraie histoire, nous pas vraiment connaît en tant que Mauricien. Est-ce que vous êtes capable d'éclaircir nous justement la vie des personnes réduites en esclavage sur ses propriétés sucrières? On commence par essayer de comprendre qui fait la vie qui devient beaucoup plus dure, qui fait qu'il y a beaucoup plus de complaintes de mon esclave à l'époque. Et ce qu'on réalisé, c'est quand le sucre est une vie importante dans Maurice. Beaucoup d'esclaves qui se travaillent dans les autres métiers. Il y en a qui forgeront, il y en a qui charpentiers, il y en a qui travaillent dans une petite propriété, puis plantent légumes, etc., ou qui domestiques. Mais quand la canne à sucre est une vie importante, une bourgeotte des milliers d'esclaves, au lieu de continuer à travailler dans l'occupation qu'ils commencent à habiter, ils en allent direct dans Caro-Cannes. Et donc ça, bien sûr, dis-moi n'importe qui s'en a aujourd'hui, un enfant qui peut travailler, un garçon qui peut travailler au computer, al dans Caro-Cannes, que travail là bien dur. Nous connaissons que la canne à sucre, jusqu'à aujourd'hui, c'est un travail bien dur si vous faites manuellement. À cause de ça, je m'appelle le livre Bitter Sugar. C'est la canne à sucre qui est supposée doux, mais il y a des gens qui ont besoin de travailler dans la canne à sucre. Pour eux autres, d'ici, pas si doux du tout. Au fait, la vie est une vie beaucoup plus dure. Et un fait bien important qui m'a réalisé différent de Maurice des autres pays qui produisent la canne à sucre. Par exemple, Jamaïque, ils ont une force, madame, elle travaille dans mon carreau, de Carole-Cannes. Donc ça, une cause un décalage complet dans la famille. Parce qu'il y a madame, une loue les autres propriétés qui sont bien loin. Ils ont besoin de quitter les enfants, quitter la famille. Justement, à un moment dans le livre, ou à plusieurs moments, on mentionne le sort des femmes qui étaient réduites en esclavage et comment toute la vie basculait quand une bizin commence à travailler dans les propriétés sucrières. Est-ce que justement, on est capable d'éclaircir-nous un peu plus comment est-ce que ce changement a affecté toute la vie? Le livre est concentré sur le 19e siècle, les années pendant la période de la canne à sucre. Mais l'esclavage existait aussi à la période française. Et c'est là où nous gagnons beaucoup de renseignements sur l'histoire de la femme esclave à Maurice. Donc, entre la période de la canne à sucre et ce qui peut arriver avant, la vie est un peu différente. Au 18e siècle, sous la période française, il y en a beaucoup qui sont éparpillés dans différentes propriétés. Et malheureusement, c'est la famille qui est divisée. Qui a des enfants, le propriétaire a le droit de vendre ou transférer dans l'autre propriété. Ils n'ont pas le droit de marier sans la vie, sans la permission de leur propriétaire. Et quand les enfants sont nés, les enfants étaient la propriété du maître. Donc le rôle du mari, de l'homme, est bien diminué. Et le rôle de la femme est beaucoup plus important dans la famille. Et nous retrouvons ça
même au 19e siècle et même au début du 20e siècle. Donc, c'est à l'époque que la population stabilisait un peu. Et Nubzin rappelle aussi qu'ils importent beaucoup moins de femmes esclaves que les hommes. Donc, il y a un décalage dans la proportion d'hommes et femmes dans Maurice, y compris pour une femme européenne, il y a beaucoup moins de femmes. Donc, ça, une cause un peu de dislocation sociale à l'époque. Mais la femme, le fait que c'est lui-même qui gagne les enfants, lui-même qui bien occupe les enfants et occupe la case, l'esclavage, il réduit ce rôle de la femme. Il n'est pas capable de remplir tout ce rôle de la femme, de la maman, de grand-mère, parce qu'il a un carreau dans une plantation. Je peux envie de gens qui travaillent. Donc, si vous n'êtes plus dans la force, si vous êtes malade, ou paralysé, ou n'êtes plus qu'à travailler, il a tendance à pousser un esclave en dehors du système. Alors, il y a beaucoup, il arrête de gagner ration, qui est bien vieux ou qui est infirme. Il arrête de donner ration, il a besoin d'aller dans le bois. Il me donne plusieurs cas de ça, à le redemander par eux-mêmes. Et vous dites souvent que ce texte qui a été écrit il y a 25 ans est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Comment est-ce que ce système, qui est daté de plusieurs siècles, est toujours affecté, influence la société mauricienne de 2024? Je crois qu'il est encore pertinent aujourd'hui parce qu'il n'est pas fini vraiment dans les autres études qu'il fait, qui contredisent ce qu'il m'a dit ou qui donnent une autre interprétation de ce qu'il m'a dit. Donc, il est encore pertinent aujourd'hui. Et surtout qu'aujourd'hui, l'esclavage, c'est un système de travail forcé. Et après, nous avons le langagisme, qui n'est pas forcé, mais c'est n'importe un travailleur de l'Inde, parce qu'ils sont très pauvres en Inde, après, ils ont les autres problèmes. Donc, ils sont forcés dans un sens, ville Maurice, à cause de la pauvreté. Et aujourd'hui, nous avons toujours, nous pouvons dire, les Mauriciens pas contents de travail. Et dans l'importation de travailleurs étrangers. Donc, il y a sa continuation d'importation de main-d'œuvre et aussi importation du travail à bon marché. Donc, beaucoup d'établissements de l'époque pas envie, le fait qu'ils ont connu l'esclavage, ils n'ont pas envie de payer un nouveau venu, un nouveau étranger qui est venu pour travailler, autant, parce qu'avant, ils n'ont pas se payer les autres. Alors, nous continuons à gagner au 19e siècle ça travail qui est mal rémunéré. Pendant 80 ans, le salaire d'un travailleur engagé il reste 5 roupies par mois. Donc, c'est un travail, il n'est pas un travail forcé, mais il y a un travail qui est vraiment mal payé pour un travail aussi dur dans la canne à sucre. Et les autres jours aussi, nous trouvons beaucoup de compagnies, par exemple, qui nous trouvent ça dans la gazette, pas traite de travail étranger bien. Donc, nous pouvons continuer à importer le travail étranger et dans un cas d'abus contre ce travail étranger, pareil comme il y en a dans le passé. Donc, il y a une continuation du système économique dans certaines façons, dans certains secteurs. Et selon vous, être descendant de personnes réduites en esclavage en 2024, comment est-ce que ça affecte toujours ces individus? Comment est-ce que cette partie sombre de l'histoire est continuée à affecter la vie et surtout cette place dans la société aujourd'hui? Les conséquences de l'histoire de l'esclavage, bien sûr, il est encore reflété aujourd'hui dans plusieurs façons. Mais l'esclavage pas n'est qu'affecté les esclaves. Il affecte aussi les propriétaires d'esclaves et tous ceux qui peuvent vivre dans une société esclavagiste. Donc, il est vraiment affecté tout le monde, bien sûr, plus directement les esclaves eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs étapes dans l'histoire. Après l'esclavage, fini dans l'engagisme, puis dans les autres immigrations venues aussi. Donc, aujourd'hui, être un descendant d'esclaves, c'est aussi d'être une population très mixte. Parce qu'il y a beaucoup de mariages et de liaisons qui sont là. Encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de madame dans Maurice. Donc, il y a beaucoup de métissage. Et je pensais qu'ils ont dit, nous encore peut souffrir un petit peu de séquelles, nous tous, peut souffrir de séquelles de l'esclavage, parce qu'il y a encore un non-dit. Il y a des gens qui encore pas accepté que l'esclavage n'existait. Il est incroyable, mais c'est vrai.
Et il y a des gens qui ne pas accepter qu'ils aient peut-être des traces de l'esclavage dans leur ADN. Il y a des gens pas contents qui quand célébrer la culture africaine ou malgache. Il y a des gens pas contents, des gens avec la peau noire. Il y a des gens qui, enfin, il y a tout cas de préjugés qui nous hérités de la période de l'esclavage, mais aussi de la période de l'engagisme. Ne pas besoin d'oublier qu'il pas fini non seulement l'esclavage, mais aussi l'engagisme. Et une combinaison de ces deux systèmes-là, il crée un préjugé, une discrimination, une partie qui peut encore continuer. Surtout contre la culture africaine et l'histoire africaine. Partout dans la diaspora africaine, ou plutôt les mêmes problèmes, que ce soit à Maurice ou aux États-Unis ou dans les Caraïbes. Aussi, il ne faut pas oublier que Bandimun Kinvini, en tant que travailleur engagé, ce n'est la chance garde cette culture, mais malheureusement, les personnes qui sont venues comme des personnes, des esclaves de l'Afrique, ils ne pas connus que ils sont sortis, ils ne pas connus, ils ont ancêtres qui peut faire, qui culture, ils tiennent, etc. Et donc, est-ce que vous pensez que ces personnes-là ont un peu perdu cette identité dans Maurice? Tenant ça, thèse-là, pas longtemps, je peux dire que l'esclave a perdu cette identité. Mais pas oublier qu'il est un esclave, un être humain. Ou pas capable de dire un être humain, pas cause dans le langage, ou pas cause pas bonne santé, ou élever aux bonnes enfants d'une autre façon. Donc, c'est vrai que dans le public, je participe cause de langage, participe raconte des histoires comme ma grand-mère racontait, ou vivre cette culture. Et dans les archives, malheureusement, nous pas gagnons vraiment une connaissance de la vie familiale ou la vie de l'intérieur de l'esclave. Nous pas connaissons qui y pensait, jamais il ne laisse aucune trace. Nous pas connaissons qui y sentait, danser. Peine évidence de ça dans mon livre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y participait santé, il participait raconter des histoires sur mes enfants, il peut élever sur mes enfants d'une certaine façon. Et nous retrouvons sa bonne tradition petit à petit quand un travail de bon anthropologue peut faire. Quand j'étais interviewé par une grand-mère, grand-père, les autres la vie avant, nous trouvions qu'il y a quand même une tradition qui émergeait, qui continuait. Et aussi, récemment, à Maurice, nous recevons un document au Musée intercontinental de l'esclavage d'un ethnographe dans les années 1840 qui interviewé un esclave. Et quand les anciens esclaves, et quand les interviewent les autres, ils trouvaient qu'ils expliquaient plusieurs langages. Ils expliquaient créole, bien sûr, mais aussi les autres langues natives, ils expliquaient encore comme ça. Et qu'ils apprennent les autres langages aussi, portugais, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas quoi est vraiment vrai pour dire que tout un esclave, il perd toute autre culture, toute autre identité. Ils ont gardé, mais peut-être beaucoup plus tranquillement ou sous tapis qu'ils nous pensaient. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup encore de recherches pour faire. Là, c'est une tradition qui est perpétuée. Et justement, le livre Bita Sugar, il décrit avec beaucoup plus de détails la vie de ces personnes réduites en esclavage sur ses propriétés sucrières. Quand tu peux écrire ce texte-là, quelle audience est-ce que tu as en tête? Au début, quand tu peux faire ma thèse, beaucoup de gens disent à moi, à Maurice, que jamais personne n'a pu publier ce livre-là dans Maurice. Mais moi, je pensais que les Mauriciens bien connus, qui n'arrivaient dans le passé, tous les Mauriciens. Et donc, pour moi, c'est un challenge. C'est à cause de ça que je décide de convertir ce livre-là en une publication. Et là, mon approche, le MGI, et je n'ai pas le courage pour publier à l'époque. Et donc, c'est ça qui encourage moi à faire ce livre-là. Le fait qu'il dit non, jamais tu peux publier ce livre-là. Donc, pour moi, c'est un challenge et mon envie. Comment je dis en anglais, prove them wrong. C'était ça la motivation. Et moi, j'espérais que dans le futur, quand le livre est publié, qu'il va y avoir des gens pour comprendre un petit peu mieux les dessous de l'industrie sucrière. Et aujourd'hui, qui peut motiver toujours pour continuer ou une recherche sur l'époque de l'esclavage, de l'engagisme et surtout sur les systèmes coloniaux? Eh bien, motivé une lecture à l'Université de Maurice. Et avant ça, moi, je suis professeur d'histoire. Et moi, réalisé à quel point un jeune Mauricien content d'apprendre l'histoire de Maurice. Je n'ai pas eu l'occasion quand j'étais à l'école,
Mais quand on arrive à l'université, on découvre l'autre monde. Et ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un ancien étudiant qui dit qu'ils sont vraiment contents d'étudier l'histoire de Maurice parce qu'il aide pour comprendre leur propre environnement. Un premier cours que je peux faire, c'est encore assignment que je peux donner, c'est faire l'histoire de cette famille. Et ça, c'est une extrêmement grande ouverture pour eux. On comprend l'histoire de Maurice à travers interviewer notre grand-mère, grand-père, papa, maman, et notre chance, notre arrière-grand-mère, grand-père. Ils ont découvert eux-mêmes l'histoire de cette famille, mais aussi l'histoire de Maurice. Donc c'est à cause de ça qu'ils vont continuer dans ce domaine-là. L'histoire de l'engagiste et l'esclavage. L'esclavage est un petit peu plus difficile parce qu'il est beaucoup plus ancien. Et donc, ce qu'il nous fait avec le Centre Mandela, c'est commencer un projet appelé Origins. Et c'est ça, justement, c'est pour contrecarrer l'idée qu'il y a un descendant d'esclaves pas capable de retracer son origine. Et donc, nous aidons certaines familles. Et depuis ça, à l'époque-là, beaucoup de familles peuvent retracer la généalogie, c'est retracer l'histoire de cette famille. Et en tant qu'historienne à l'île Maurice, qui est le plus grand défi auquel est-ce qu'on fait face? Et aussi, bien sûr, comment est-ce qu'on fait pour surmonter ce défi-là? Je dirais qu'il y a tellement d'obstacles. Parce que je suis sortie d'une famille qui étudier l'histoire ou comprendre l'histoire de nos pays, c'est bien important. Et ma maman, mon grand-père maternel, c'est bien involvé dans les luttes pour l'indépendance de l'Inde. Et mon papa, sa famille aussi, pour l'indépendance de Maurice, bien sûr. Donc, nous grandit et, making history fait partie de ça. Donc, on a toujours été encouragé par la famille pour étudier l'histoire. Et donc, moi, ça un grand soutien quand la famille peut encourager. Et aussi, quand on rentre comme prof au MGI et après à l'université, moi, tout le monde mauricien est tellement intéressé. Donc, c'est ça qui nous encourage, nous. Et il encourage les autorités aussi à l'époque pour trouver que la population bien intéressée à la Pravasigat, comme si tu es personne, nous commençons à fouiller. Donc, nous rentrons dans l'autre domaine de l'histoire, c'est l'archéologie de mon site historique. Donc, ça aussi, il encourage nous pour continuer la recherche sur l'esclavage, l'engagiste et des autres sites. Après, il vient le monde. Là aussi, tu fais une fouille archéologique, il découvre des restes de man marron dans les caves. Et donc, l'histoire, il rentre dans beaucoup de domaines. Elle aide nous à comprendre l'histoire et apprécier l'histoire de Maurice. Et finalement, vous pouvez demander nous-mêmes, comment est-ce que vous une recherche sur l'île Maurice, sur l'histoire de l'île Maurice et aussi dans la région, fait une influence ou vision du monde et aussi ou propre identité culturelle en tant que mauricienne? Moi, je dis qui est assez fixe dans mon but. Et mon but, c'est toujours en tant qu'historienne, c'est faire un Mauricien comprendre plus de l'histoire, mais aussi qu'ils eux-mêmes participent à une recherche. Et donc, mon carrière, une focus là-dessus. Et nous publions un livre à l'université au MGI qui est assez lisible pour la majorité. Nous savons faire un Mauricien, eux-mêmes écrire leur propre histoire de famille, par exemple. Et c'est à travers, et mon bon étudiant, quand je fais une recherche, et tout ça, il enrichit moi, bien sûr, parce qu'il m'en apprend beaucoup plus. Pourquoi m'en apprend beaucoup plus de Bandimoun qui en apprennent de moi? Parce qu'à travers toute mon expérience, à travers Maurice, ça enrichit moi, mes connaissances et ma compréhension de comment Maurice était. Je comprends Maurice beaucoup mieux à partir de ça. Et moi, je suis bien content qu'il un jeune Mauricien étudier l'histoire dans sa même façon-là. Pas seulement à se lire un livre, mais aussi à causer que Bandimoun comprend ce qui peut arriver aux tous autres. Souvent, je peux assis à côté d'un camarade. Je n'ai pas connu un camarade qui peut assis à côté des autres, je n'ai pas connu sur l'histoire. Et sa compréhension interpersonnelle, interculturelle, tout ça est extrêmement important. Donc, je peux continuer à faire ça, même qui m'ont retraité. Et m'ont réalisé aussi que nous, à Maurice, à travers toute la recherche que nous faisons, nous avons un rôle pour jouer dans la région de l'océan Indien. Nous avons beaucoup de collègues, par exemple, qui sont à Madagascar ou au Mozambique ou en Tanzanie, qui prennent l'occasion
ou les finances ou les institutions qui peuvent soutenir les autres pour faire bonne recherche comme nous peut faire. Donc, je pense que nous, à Maurice, nous avons un rôle pour aider les autres pays avoisinants avec toute l'expérience qu'ils nous font. Par exemple, sur l'esclavage, on a plus de 40 ans de recherche, pas seulement historique, mais archéologie, anthropologie, etc. Beaucoup de compétences, nous avons beaucoup de Mauriciens qui sont bien qualifiés. Nous avons besoin d'aide, nous avons des collègues dans la région. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Au plaisir de vous revoir, à très bientôt.